Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là en direct. Bonsoir à Karine, Sandrine, Martine, Véronique, Colette, Nathalie, etc., etc. Il y en a de partout en France et même de Nouméa, voilà, pour qui il est 5h31. Bienvenue sur cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie où je suis ravie ce soir d'accueillir Isabelle Baumard qui va nous parler de mémoire inconsciente et comment décoder ces mémoires inconscientes de la conception à la naissance, puisque Isabelle est hypnothérapeute et elle est analyste, elle est spécialisée en décodage des empreintes émotionnelles de vie prénatale et de naissance. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, avant de nous parler de ce beau sujet, que tu te présentais en quelques mots. Oui, donc comme tu l'as dit, je suis hypnothérapeute et je suis analyste en décodage des empreintes émotionnelles de vie prénatale et de naissance. C'est vraiment une spécialité que j'ai développée et bien sûr que je me suis formée, mais je suis vraiment ciblée sur ce décodage. Tout ça parce que je n'ai pas toujours exercé cette activité. J'étais avant dirigeante dans le tourisme. Et puis, malgré cette activité, j'ai entrepris de commencer les formations avec la PNL. J'ai toujours été intéressée par les neurosciences, les mémoires inconscientes, parce que j'étais porteuse déjà de beaucoup d'interrogations me concernant depuis ma plus tendre enfance. Et puis donc en parallèle, j'ai commencé à me former justement à l'hypnose, parce que j'avais un mal-être profond qui était vraiment ce ressenti de mémoire. Alors c'était un mal-être profond de tristesse, comme si que je portais en moi un deuil, alors que jusqu'à ce moment-là, jamais j'avais été confrontée à tout ça. Et puis, c'était quelque chose qui vraiment m'empêchait de vivre et de trouver cette joie de vivre. Et il fallait absolument que je comprenne. Donc, je me suis engagée à commencer avec la formation d'hypnose. Donc, j'ai fait l'hypnose régressive, l'hypnose thérapeutique et aussi l'hypnose périnatale, qui est un autre accompagnement. Et puis en 2005, j'ai été confrontée à un événement dramatique dans ma vie. J'ai perdu mon petit frère qui s'est donné la mort. Et là, c'est venu faire écho en moi, où c'est comme si que ce deuil, c'était une mémoire qui se réactivait, que j'avais déjà vécue. En ayant mais vraiment toutes les émotions, le chagrin, pour moi, c'était vraiment improbable et incroyable. Et puis un autre événement en 2010 qui est venu encore conforter ce que je ressentais au plus profond de moi, le départ de mon conjoint en 2010, où là ça a été cette blessure du rejet, d'abandon. C'est comme si qu'il y avait eu on était en parfaite fusion, comme si que c'était le jumeau que j'avais. Et au moment où il est parti, c'est comme si qu'on m'avait enlevé une partie de moi et que je revivais à nouveau cette émotion d'abandon. Je connaissais déjà ça. Et eh bien, ma vie a basculé en 2010. Et donc, j'ai complètement changé justement d'activité et je me suis axée. Et j'ai fait toutes mes recherches et un travail justement pour aller vraiment découvrir comment ça fonctionnait, de quoi ça parlait. Je savais qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait que j'aille plus loin. Parce que même avec l'hypnose, j'arrivais pas encore à aller, je pensais, à la racine des toutes premières mémoires. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer les travaux de Claude Imbert, qui a justement, qui est médecin et qui a découvert en 1989 l'importance des vies prénatales sur l'avenir de l'être humain, sur son fonctionnement, son psychisme. Et donc, elle a mis en place une méthode avec une thérapie en intégrant la psychogénéalogie
et la connaissance du psychisme du bébé in utero. Et donc, je me suis formée, j'ai bien sûr travaillé, découvert toutes mes premières empreintes et qui nous concernent tous. C'est très peu connu, alors que nous sommes tous issus de ces premières mémoires qui vont s'inscrire en nous et on va découvrir que ça va être même avant notre conception. Et cette méthode permet justement de remonter vraiment à la racine. Des schémas qui peuvent être justement répétitifs, aujourd'hui qu'on peut être concerné, des blessures, comme les blessures de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, elles vont venir dès à ce moment-là déjà s'imprimer dans ces mémoires de chaque être humain. Et donc, voilà, ce soir, je voulais vraiment vous permettre de vous transmettre aussi, à travers cette conférence, des outils et des clés qui permettent à toute personne de pouvoir justement apprendre à comprendre ce qui se passe en elle, qui très souvent, on peut entendre « je comprends pas pourquoi j'ai ce comportement », je répète souvent des schémas où j'ai l'impression de porter en moi des mémoires ou un fardeau émotionnel. Et voilà, on va pouvoir venir éclairer tout ce qui est resté dans l'inconscient. Merci. Alors, juste, je profite là de quelques secondes puisqu'il y a déjà une petite question. Est-ce que ces mémoires inconscientes, nous demande Cathy, c'est comme les mémoires cellulaires? Alors, les mémoires, bien sûr, elles font partie des mémoires cellulaires qui sont imprimées dans notre corps. Et j'ai vu qu'il y avait une demande, c'est Claude Imbert. Alors là, elle va pas, elle l'exprime pas de cette façon-là en disant que c'est des mémoires cellulaires, mais bien sûr, on sait que toutes les cellules qui sont imprimées en nous, voilà, ça va être engrammé, et puis on va voir aussi comment ça s'est transmis de génération en génération. Donc bien sûr, ça fait partie. Je pense que c'est un parallèle aussi effectivement avec les mémoires cellulaires, bien sûr. D'accord. Et donc c'est vraiment là lié à la conception et la naissance, ce que tu abordes ce soir. Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc, elle d'ailleurs, elle a écrit aussi l'avenir se joue avant la naissance. Donc voilà, elle décrit vraiment comment ça se met en place et bien avant notre conception. Il y a aussi, on peut voir, il y a eu beaucoup de travaux des psychothérapeutes, psychologues qui ont beaucoup travaillé justement pour aller découvrir. Et il y a maintenant, on peut découvrir les livres des mémoires de naissance, les mémoires de fœtus, qui ont été écrits par Aimée Gobert et qui, elle, nous décrit par rapport à son livre, comment elle explique ses mémoires de fœtus en disant que l'héritage familial est déjà inscrit dans nos cellules dès notre conception et que nous ne sommes pas qui nous sommes par hasard, que notre naissance ne commence pas non plus à notre premier cri. Donc voilà, ça vient nous interroger sur ce qui s'est passé avant et que souvent on n'a pas connaissance de notre histoire finalement. C'est pour ça qu'on va allier aussi la psychogénéalogie pour aller justement faire les liens. Nous nous rendons compte que nos parents sont amenés à se rencontrer par rapport aussi à leur histoire personnelle. Ils se sont choisis en fonction de leurs manques, de leurs attentes, de leurs schémas ou de leurs blessures. Et on se rend compte que le choix de l'autre est inséparable des références familiales. Ça veut dire que nos parents sont l'union de deux arbres généalogiques et qui vont être confondus au moment de la conception. Et donc, nous allons être aussi porteurs de deux souches, deux arbres généalogiques. Alors, le fait de découvrir ce qui a pu, à ce moment-là, comment elles vont se transmettre, je vais vous
indiquer comment les mémoires sont inscrites en nous, par qui, de quoi elles sont constituées et comment elles vont s'imprimer par rapport à l'enfant. Alors, toutes les mémoires, elles sont constituées par toutes les situations, les événements blessants ou mal vécus par la mère et le père du bébé dès sa conception. Ça va être les premiers marqueurs. Et tout au long de la gestation, de la naissance et aussi les semaines et les mois qui vont suivre la naissance. Ça va être les premiers marqueurs. Ensuite, c'est toutes les situations et les événements qui ont aussi été vécus par notre mère, notre père, pendant leur propre gestation et naissance, ainsi que leurs parents respectifs. C'est pour ça que nous allons voir qu'il va falloir aller voir au-dessus, l'écran au-dessus, première génération, deuxième génération. On va voir qu'il y a des mémoires qui se réactivent et qui sont inconscientes aussi. Et donc, ça va générer donc des émotions, toutes ces événements. Et donc, ces empreintes, elles vont être stockées dans une partie de notre cerveau. Ça, c'est vraiment dans tout le mécanisme. Elle se met dans le cerveau limbique, qui va jouer un rôle majeur dans la mémoire et les émotions quant à l'élaboration ensuite de nos comportements que nous allons induire par rapport à ça. Dans cette mémoire, tout est stocké. Et par contre, oublié et inconsciente. Mais elles sont toujours en mémoire. C'est pour ça qu'on appelle les mémoires inconscientes qui vont générer des empreintes émotionnelles. Et donc, en réalité, au-delà des apparences de ce qui a pu être vécu ou les événements, les situations, ces empreintes sont toujours présentes en nous, en chacun de nous, et surtout toujours actives. Mais nous n'en avons absolument pas conscience, vu qu'elles sont oubliées. Et dans notre quotidien, elles vont tirer les ficelles de notre vie, souvent en nous conditionnant, en nous influençant, en nous manipulant et surtout en agissant par rapport aux événements que nous allons aussi être confrontés au quotidien. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que l'émotion, le pouvoir des émotions est tellement intense et nous sommes toujours en émotion. Ça peut être des émotions de joie, de peur, de colère, peu importe, mais nous sommes souvent en réaction avec ce qui peut arriver dans les événements extérieurs et situations. Il y a eu une recherche sur les émotions et l'effet que ça avait sur la capacité à avancer dans la vie et aussi peut-être réussir notre vie, la part importante qu'avaient les émotions. Et c'est Daniel Goleman qui a fait des recherches et qui a publié des travaux en psychologie en mettant que 20% de notre quotient intellectuel interviendrait dans notre réussite, dans notre vie, et que 80% de nos émotions, le quotient émotionnel, prenait toute la place dans la réalisation de notre vie. Donc, d'où l'importance d'aller comprendre ce qui peut être ces émotions qui aujourd'hui nous handicapent ou nous empêchent d'avancer dans notre chemin de vie, quoi. Donc ça, c'était important de le signaler. Alors, par qui nous sont-elles transmises? En premier lieu, il y a 3 axes. En premier lieu, les premières émotions, elles vont être bien sûr transmises par notre mère. Celle qu'elle va vivre, elle, bien sûr, de la conception à la naissance. On ne peut pas oublier qu'être enceinte, à ce moment-là, pour une maman, c'est vivre à 2 dans le même corps et au même rythme. Ça veut dire que ces émotions vont devenir aussi nos émotions. Il peut y avoir d'excellentes émotions, de belles émotions, de joie, de paix, et comme il peut aussi y avoir des émotions de peur, d'angoisse
mais bien sûr qui sont toujours générés par les événements qu'elle va vivre. Et souvent, je veux dire, il y a quelques années, on mettait jamais ça, c'était jamais très clair. On ne parlait pas que la maman pouvait transmettre ses émotions. C'était fait sur ce fœtus. Aujourd'hui, voilà, on en a la conviction, c'est scientifiquement prouvé. Et voilà pourquoi il y a aussi beaucoup d'accompagnement en hypnose périnatale pour préparer les mamans à communiquer avec leur enfant et pouvoir faire le lien qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans et même bien avant, quoi. Donc souvent, les mamans, c'était quelque chose qu'elles ignoraient, de traverser ces émotions et pensant pas pouvoir éventuellement transmettre des émotions quelles qu'elles pouvaient être. Et donc forcément, comme tu dis, il y a ces émotions qui sont transmises de la maman au fœtus. Et Jenny nous posait une question, est-ce que ça change quelque chose après si on est adopté? Et comment cela peut nous affecter par la suite, le fait d'être adopté par rapport à ces informations? Bien sûr, donc ça, alors peut-être qu'elle va pouvoir justement à la suite comprendre éventuellement aussi le cheminement. Et même si on a été adopté, elle a été recueillie, j'imagine, par une famille. Et très souvent, cette famille va être la référente qui va lui rappeler sur son chemin, parce que ils vont être ses parents par substitution, qui sont pas ses vrais parents, mais qui vont être en accord et qui vont avoir les mêmes blessures inconscientes, différentes, mais qui vont permettre justement à, je ne sais plus son prénom, mais de Génie, voilà, de trouver un sens aussi, peut-être dans son émotionnel, si elle ressent des blocages. Et l'abandon, bien sûr, il y a une empreinte émotionnelle qui est encore, c'est quelque chose de différent aussi, mais qu'on pourra peut-être plus aller en profondeur après, oui, par rapport à ça. D'accord. Merci Isabelle. Et donc, voilà, le premier, c'est que, voilà, c'est la maman qui va le transmettre. Alors, comment ça se passe dans le psychisme du bébé? Le fœtus n'a absolument pas conscience, jusqu'à environ son premier anniversaire, que lui et sa mère, ils sont deux personnes différentes, deux personnes distinctes l'une de l'autre. Il ne fait pas la différence. Donc, tout ce qu'il va vivre, il va le vivre. Souvent, les conditions dont nous avons été conçus vont être aussi, peu importe de quelle façon nous avons été conçus, mais la première recherche va être juste à ce moment-là, au moment où la maman va découvrir qu'elle est enceinte, notre conception, à ce moment-là. Sa première réaction va donner déjà une première empreinte émotionnelle. Ce qui se passe dans le psychisme du bébé, c'est que toutes les émotions, il va s'en imprégner, il va ensuite s'en attribuer la responsabilité. Peu importe ce qui s'est passé, il n'a pas cette conscience de l'événement, de l'émotion, mais il va s'attribuer la responsabilité. Il va les interpréter, suivant son besoin aussi de venir expérimenter dans cette vie des blessures qu'il aura choisies, et ils vont développer des croyances. Donc nous pouvons imaginer, on va prendre, souvent c'est l'empreinte qui est souvent travaillée en premier lieu, ça va être justement au moment de la découverte, c'est l'empreinte dite accident. Très souvent on entend beaucoup de personnes dire mais moi je n'ai pas été désirée, j'ai entendu dire que j'étais pas attendue. Et ce qui va générer la première empreinte du bébé, il ne connaît pas la condition. Pourquoi il n'a pas été éventuellement prévu? Ce qu'il va juste entendre, c'est je n'ai pas de valeur, je ne suis pas reconnue et pas respectée. Et surtout pas acceptée. C'est la première blessure de rejet que le bébé va imprimer en lui. Peu importe les conditions, hein. Il ne va pas savoir les conditions qui amènent la maman à éventuellement, en premier lieu, penser que ça peut être une grossesse qui n'est pas désirée, alors que on va voir qu'inconsciemment,
il était désiré. Sinon, ce bébé n'aurait pas pu voir vie et il n'aurait pas pu le mettre au monde si inconsciemment il n'avait pas sa place ici. Mais dans le consciemment, la maman, sur le moment, effectivement, n'était peut-être pas prête à avoir cette grossesse. Donc, comme je le disais, il ignore complètement ce qui a suscité ses émotions. Ça, il est complètement départi de ça. Et il va se prendre la responsabilité, se croire qu'il est la cause de tout ce qui va arriver par rapport à sa maman. Donc, si la maman n'accepte pas cette grossesse, ou elle est angoissée, ou elle a peur, ou elle culpabilise, ou elle a de la colère, l'enfant, enfin le fœtus, va s'imprimer de ses émotions. Il va se les prendre et se les accaparer et se culpabiliser d'être là. Ce qui peut ensuite, dans la vie, avoir une difficulté à trouver sa place, à se sentir dévalorisé, ne pas se sentir accepté. Voilà ce que ça va engendrer dans l'inconscient. Et comme tu dis, ça se passe vraiment au niveau inconscient. Je rebondis en même temps avec les questions, les réactions. Il y a Cathy qui dit «Je ne sais rien de ma conception» et en même temps, je suppose que comme c'est au niveau inconscient, que l'on sache des choses ou pas, ça se joue sur une autre dimension, Oui, un autre plan. oui, tout à fait. C'est exactement ça, Et bien pour les sûr. enfants, Karine demande pour les enfants conçus par FIV, qu'est-ce qu'il y a comme impact justement par rapport à cette conception? Alors, après, en premier lieu, c'est de savoir pourquoi il y a eu cette conception par FIV. À la maman d'aller chercher la problématique et ce qui se réactive dans sa généalogie. Parce que là, on peut se rendre compte, comme j'ai pu l'expliquer par rapport à une grossesse, par exemple, dite accident, dans une grossesse où il y a infertilité, c'est le schéma inverse qui se produit. C'est consciemment, la maman souhaite un bébé, mais dans l'inconscient, il y a une impossibilité de concevoir ce bébé naturellement. Et justement, il y a il y a des accompagnements sur l'infertilité aussi, où justement, après je vais expliquer sur la psychogénéalogie, on voit qu'on réactive des mémoires où il y a pu avoir dans le même, alors il faut aller faire le lien, j'expliquerai aussi tout à l'heure, c'est tout ça, ça va être dans le décodage dans les ateliers où on va voir la place qu'on a dans sa fratrie et de voir ce qui se réactive inconsciemment, donc dans cette vie-là, et ce qu'il y a eu au-dessus, ce blocage inconscient. Il y a dû avoir des traumas, des décès de bébés, peut-être des avortements ou des fausses couches et des deuils qui n'ont pas été faits. Et souvent, c'est des blocages. C'est une piste aussi. Je dis pas que c'est toujours la réalité, mais ça permet vraiment d'aller voir ce qui a pu bloquer, la douleur qu'il y a aussi éventuellement dans cette famille. Est-ce qu'il y a déjà des problématiques avec la conception des enfants? C'est les premières questions aussi qu'on souvent se pose. Est-ce qu'il y a du décès? Il y a eu des risques pour des femmes. Est-ce qu'il y a eu des femmes mortes en couche? Voilà, c'est des mémoires qui peuvent se réactiver et qui, par des descendants, vont avoir cette difficulté justement à créer, À concevoir. à concevoir. Oui, voilà, ça peut être aussi. Alors ça, c'est quand on va faire justement l'analyse, quand on décrit toutes les empreintes et de voir comment ça c'est déjà sa propre naissance. C'est le premier travail, hein, c'est d'aller justement les rechercher exactement la façon dont on a été conçus, nos premières, les événements que nos parents, notre mère, mais nos parents aussi, ont vécu pendant notre vie prénatale. Il y a pu y avoir des événements très douloureux, très choquants, qui quelquefois quand on commence un travail comme ça, on commence à s'intéresser, finalement, on va aller quelquefois questionner, il nous manque des éléments. Et au fur et à mesure, on va avoir des informations et on va découvrir quelquefois des choses qu'on ne savait pas. Il y a des secrets de famille aussi, quelquefois. Ça fait remonter aussi des souffrances. Et c'est pour ça que on n'a pas toujours les informations.
Et puis, on va voir comment on peut aussi aller se connecter à sa mémoire inconsciente, parce que les informations, finalement, elles sont inconscientes, mais elles sont stockées en nous, dans notre mémoire. Et c'est d'aller se reconnecter éventuellement à cette perception de fœtus, ce qu'on a pu vivre. Oui, et même si on n'en a pas connaissance ou qu'on n'a pas d'informations, par exemple si on a été adopté ou si on ne sait rien sur notre Oui, conception. on a d'autres moyens d'aller chercher. J'expliquerai qu'il y a d'autres moyens à travers aussi son prénom. Voilà, il y a d'autres moyens d'aller chercher, oui. Et puis surtout, euh, d'aller se connecter à sa partie, je dirais, notre âme, hein, qui, elle, sait tout et qui va nous amener à aller chercher en plus profond de nous, parce c'est en nous. Donc, on a des perceptions, on a des ressentis, on a, comme moi, je pouvais percevoir toutes ces émotions qui j'avais l'impression d'avoir déjà vécues. Finalement, je les avais déjà vécues, mais dans cette vie intra-utérine. À ce moment-là, je ne savais pas de quoi je parlais, mais je le ressentais. Donc, ça peut faire certainement écho à beaucoup de personnes. Hmm. Même euh, si j'avais pas eu l'histoire de ce qui s'était passé, c'est en allant chercher, en allant poser des questions et en faisant le lien avec ce qui s'était passé pendant Hmm. ma vie prénatale. Hmm. Et justement, en fait, tu parles d'âme de notre âme, de l'âme de l'enfant, et tu parlais tout à l'heure de blessure. Colette demande, cela signifie que l'âme de l'enfant va à la fois guérir les blessures parentales et les siennes? Bien sûr. Justement, la deuxième, tout à fait, c'est exactement ça. Quand on se guérit, alors bien sûr, le travail est à faire pour soi, pas pour ses parents ni ses enfants. Hein. C'est pour soi, mais en travaillant sur soi, on va libérer inconsciemment et consciemment aussi, parce que quelquefois, voilà, il y a des événements qui se produisent qui sont tout aussi magiques. Des gens où le relationnel était complètement coupé, la difficulté de la relationnelle avec sa mère et tout, où les choses sont venues s'éclaircir petit à petit en allant justement découvrir ces empreintes et en travaillant, en se libérant, en comprenant le sens. Et c'est pour ça que je voulais en venir à la deuxième, comment, par qui elle était transmise. Il y a aussi le choix du bébé, de nous, de chaque individu, de venir expérimenter. Donc, bien sûr, on va choisir la famille, les parents, les événements, les circonstances qui vont venir nous permettre justement de venir travailler ce que nous venons expérimenter ici, euh, ces événements, ces expériences. Et c'est au travers justement de ces empreintes et de ces blessures, ces premières blessures, que nous allons pouvoir justement reconnaître ce que nous vivons aujourd'hui, les schémas qui peuvent se répéter, les blessures d'abandon ou de rejet, que ce soit au niveau professionnel, ça peut être relationnel, familial, ça peut être dans tous les contextes de notre vie. Et donc le bébé, il va lui-même venir avec. Alors on en parle très peu, et pourtant ça fait très écho dans le relationnel avec son conjoint, dans le relationnel du couple, lorsque nous sommes fusionnels, justement, que nous sommes comme notre âme sœur, nous avons l'impression d'avoir notre double face à nous. Et très souvent, cette mémoire, c'est une mémoire, une empreinte de perte gémellaire, in utero. Elle est souvent passée inaperçue. Nous arrivons, quand nous incarnons, le bébé va choisir de s'incarner avec un jumeau. Et ce jumeau, nous venons à deux. Donc c'est ce qui fait que souvent après dans notre vie, lorsque nous pouvons avoir des difficultés relationnelles, c'est que nous allons aller rechercher l'autre partout, celui qu'on a perdu pendant cette vie prénatale. Alors quelquefois, il est possible de la maman de se rendre compte qu'il y avait par exemple une deuxième poche, un deuxième fœtus. Hein. Mais très souvent, plus de 20% des grossesses physiologiques gémellaires reconnues scientifiquement, il y a seulement 20%. Le reste, c'est dans les premières semaines, ça peut être dans les premiers jours. Alors comment on peut s'en rendre compte pour la maman? C'est soit des pertes de sang qui peuvent arriver tout au début,
Ou alors si elle fait une échographie qui est faite en début de grossesse, on peut voir éventuellement une poche vide. Alors quelquefois, voilà, il y en a, ils confirment en disant effectivement, il y avait une deuxième poche vide. Le deuxième fœtus est parti. Et puis sinon, après, il y a aussi cette présence par le ressenti de la personne. Et là, pour voir si vous êtes, si éventuellement, il n'y a que vous qui pouvez éventuellement, ou alors si votre maman a pu vous dire effectivement, il y a eu scientifiquement la deuxième poche, par l'échographie, nous avons vu qu'il y a eu la perte de ce jumeau. Sinon, c'est vraiment avec son ressenti. Et comment nous pouvons justement retrouver. Donc, il y a aussi par rapport au prénom, je vous indiquerai comment on peut reconnaître éventuellement cette gémilité. Alors, soit on peut être très attiré par le fait des jumeaux, ou alors ça peut être quelque chose vraiment qui nous fait peur, ça peut être tout à fait le contraire. Nous allons souvent avoir le besoin d'avoir tout en double, d'avoir des symétries aussi dans notre décoration au quotidien. Il peut aussi tout ce qui se rapporte en deux, comme les animaux par exemple, acheter toujours la paire. Voilà, ça peut être des symboles de perte gémellaire où on se sent en lien avec une autre personne mais qui n'est plus ici. C'est un lien d'âme à âme. On considère que l'âme a eu besoin d'arriver à deux, mais que c'est un choix de l'âme aussi bien du fœtus qui reste qui va être son empreinte pour développer l'autonomie, sa vraie valeur pour s'aimer soi-même, se découvrir soi-même sans l'autre. Et puis c'est le choix de l'autre âme aussi d'être partie. Mais on se sent aussi, souvent ces personnes-là se sentent connectées, alors soit aussi éventuellement à un défunt, se sentir en lien avec l'au-delà, se sentir une présence très particulière. Alors, je ne sais pas si ça peut faire, voilà, chez certaines personnes, se dire, mais effectivement, je ressens, il y a quelque chose où j'ai besoin d'aller chercher, de retrouver mon double, d'aller chercher, et qu'on va souvent aller chercher dans la relation à l'autre, la relation fusionnelle, la difficulté de se séparer aussi, qui est très difficile. L'abandon, c'est vraiment l'épreuve absolue. De se séparer. Donc, ça peut être de se séparer de sa mère aussi, qui peut être très compliqué à vivre et d'être toujours présente près d'elle. Voilà, ça, c'est des petites indications qui peuvent faire penser que nous pouvons avoir cette empreinte gémellaire. Et ensuite, bien sûr, la troisième, c'est l'empreinte gémellaire par la généalogie, bien sûr. C'est la liste de nos ancêtres, notre affiliation, à qui nous sommes. Alors ça va être dans l'atelier, j'ai un tableau qui permet de voir avec qui aussi nous sommes en lien, la place que nous avons dans notre fratrie, parce que tout ça, nous sommes liés. Il y a une raison. Si nous sommes l'aîné, le deuxième ou le troisième, ou peu importe la place que l'on a, de découvrir aussi peut-être que nous pensons être par exemple, le premier ou le deuxième, et que finalement, lorsque on va aller faire des recherches, on va se rendre compte qu'il y a deux grilles de lecture. Il y a les grossesses et il y a les vraies naissances. Et on peut se rendre compte que les fausses couches, quelquefois, on va ne pas y penser, on va oublier des enfants. Il y a dans les années 40, même très loin, il y avait des morts-nés qui n'étaient pas reconnus, alors qu'ils étaient bien nés. La maman avait peut-être 5 enfants, et souvent, il n'est pas noté dans le livret de famille, et ce qui fait penser que finalement, au lieu de 5, nous sommes 6. Et donc, nous n'avons pas la place que nous pensons être dans notre fratrie. Donc ça, c'est une vraie recherche aussi, où nous allons pouvoir découvrir avec qui nous sommes en lien. Sur la première génération, déjà, on va regarder par rapport à nos parents, notre place, nos parents. Et puis, ce qui est intéressant, si on peut, c'est d'aller voir aussi de chaque côté, du côté des grands-parents maternels et des grands-parents paternels. Parce qu'on va voir que les mémoires aussi se réactivent inconsciemment. Les mémoires de nos parents
on va aussi les réactiver par rapport à notre naissance. Toutes celles qui ne seront pas guéries, qui seront inachevées, où il y a des deuils qui sont toujours pas faits, qui sont restés sous silence. Souvent, on voit que dans une fratrie, quand on commence un travail comme ça, d'aller chercher au fond de soi, comprendre le but de notre âme, de notre existence, eh bien, on va aller un peu découvrir tout ça, quoi. Et puis libérer aussi beaucoup des mémoires inconscientes qu'on n'a même pas sur le moment conscience. Et justement, par rapport à ces mémoires inconscientes, ces libérations, il y a notamment Marie-Alice qui posait une question tout à l'heure par rapport à un éventuel ancêtre qui aurait pu être moine religieux et fait un vœu de pauvreté. Et qui aurait pu avoir des incidences sur elle par rapport à son aisance financière. Elle a essayé des choses comme l'EFT, et puis ça se concrétise pas forcément, et donc elle posait des questions sur les outils. Et il y a aussi Cathy qui pose des questions justement sur les outils par rapport à Oui, ta méthode à toi. Alors méthode, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle exprime. Est-ce que ta méthode est, quelle est la différence avec ta méthode par rapport à peut-être d'autres approches comme les constellations familiales, le décodage biologique? Euh, oui. Alors effectivement, il y a beaucoup de thérapies qui viennent, qui peuvent compléter justement d'aller sur le blocage émotionnel, le MDR et tout ça, effectivement. Mais on va cibler. Ça peut être juste sur la blessure, sur ce qui nous empêche aujourd'hui, par exemple, d'avancer. Euh, la méthode va permettre, enfin, ce qui me semble, dans l'analyse, moi, je vais pas uniquement regarder la difficulté ou la problématique de la personne. Bien sûr, on va la prendre en compte, mais c'est dans l'analyse, on va travailler sur la PNL. Il y a l'analyse transactionnelle, il y a la psychologie, il y a la psychogénéalogie, il y a de la visualisation, de la sophro, et c'est tout. Ça travaille sur différents plans. On n'est pas uniquement basé sur une difficulté. Ça va venir nous ouvrir. C'est vraiment comprendre aussi que notre âme, elle vient. Elle vient. Alors, bien sûr, il y a, je vous l'expliquerai aussi, mais que nous avons choisi de nous incarner. Et dans l'analyse, c'est un postulat de départ quand même à prendre en compte où, pour nous, il nous semble intéressant de penser que notre âme vient s'incarner et que donc elle a fait le choix avec ses guides ou peu importe comment on peut l'appeler de venir retraverser des expériences et qui vont être au travers du choix de nos parents, de notre mère, de notre père, de cette famille qui est porteuse de dysfonctionnement ou de trauma, mais c'est en accord avec nous. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir découvrir ce qui peut vraiment être douloureux aujourd'hui dans notre vie, en allant justement travailler sur tous ces plans différents et de voir en quoi ça résonne vraiment en nous. Le travail est vraiment toujours, j'invite toujours la personne à voir si ça fait sens, ce qu'elle ressent profondément, est-ce qu'elle a des ressentis, vraiment, c'est vraiment elle qui va pouvoir avancer au fur et à mesure avec toutes les informations, les outils et les clés que je vais pouvoir transmettre. Après, moi, je l'ai aussi enrichi cette analyse parce que je me suis pas arrêtée là parce que je voulais vraiment aller, mais vraiment, j'ai tellement fait de liens avec des choses, que ça soit mes sœurs, mes parents, mes grands-parents, les prénoms, les dates de naissance. On a toute information autour de nous. Que ça soit notre prénom, déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Qui c'est qui a choisi, par exemple, notre prénom? Ça veut aussi dire quelque chose dans le choix de nos prénoms. Notre date de naissance, si nous sommes nés tel jour. Bon, en parallèle, je regarde aussi la date de naissance où j'ai aussi cette notion de la numérologie et qui va venir aussi conforter encore dans la numérologie. On peut voir exactement, ça peut nous donner des références sur notre fonctionnement, de notre personnalité, sur notre émotionnel, notre fonctionnement, notre mental. Et finalement, ça se regroupe aussi
avec ce que nous traversons et les blessures que nous pouvons découvrir à travers les empreintes. La mission de vie, par exemple, on la découvre avec la numérologie, avec le chiffre aussi. Et eh bien, il y a un autre moyen, les empreintes permettent aussi d'aller vraiment découvrir vraiment notre but dans cette vie, c'est apprendre à mieux nous connaître aussi, de pouvoir aller libérer ce qui nous fait souffrir. Souvent, ces émotions viennent teinter finalement tous nos potentiels, nos talents, nos dons, et qui aussi nous sont transmis par notre généalogie. Il n'y a pas que des transmissions dysfonctionnelles ou douloureuses. Il y a aussi de très belles richesses. Oui. Est-ce que je résume bien si je dis qu'en fait tu utilises donc différents outils, dont notamment l'analyse transactionnelle, la PNL, mais aussi la numérologie, etc., pour justement aller accueillir tout ce qui a été transmis, que ce soit les potentiels, mais aussi des mémoires inconscientes à éventuellement libérer? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr que voilà, et j'ai aussi d'autres petits décodages. Voilà, il y a des choses qui me viennent aussi quand je suis en direct avec la personne. Hein, il se passe vraiment, voilà, il y a des choses qui ne sont pas explicables et que même la personne vit en direct quand elle découvre. Quelquefois, ça fait tout de suite écho. C'est comme si qu'elle, euh, de faire le lien, de découvrir le lien avec qui peut-être c'était sa grand-mère, où elle voit qu'elle a son deuxième prénom, où elle est en lien, et ça vient ouvrir vraiment une nouvelle conscience de qui on est, mais je dirais, dans tous nos potentiels, dans tout ce qu'on est, et pas simplement sur notre problématique. Oui, oui, c'est plus large et ça Oui, c'est vraiment ça, aussi dans la connaissance de soi et la conscience de soi et de notre environnement aussi. bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, il faut intégrer. C'est intégrer. Alors c'est un chemin qui se fait euh, que moi j'ai fait pendant des années, parce que voilà, ma mission de vie aujourd'hui, je sais que c'est exactement ça, et que tout ce que j'ai vécu, quels que soient les événements qui ont pu être douloureux, ou finalement, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'aller d'ouvrir ce panel de connaissances sur l'être humain, mais que ça soit aussi bien sur l'émotionnel que sur le psychisme. Voilà, de pas se limiter et de découvrir tous les jours à travers aussi les synchronicités que, que nous pouvons avoir tous les jours, les messages que notre âme nous amène, comme par exemple découvrir aujourd'hui les empreintes, ces mémoires inconscientes. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être déjà une porte à avoir une autre vision de son chemin de vie. Peut-être que ça va résonner avec ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. C'est Mm, vraiment, voilà, ouvrir sur un mm. panel, une ouverture de conscience de qui on est, comment on interagit aussi avec les autres, sa famille, avec qui nous sommes en lien. Et justement, si ça résonne pour certaines personnes, ce que tu viens de dire jusqu'à présent, ces mémoires inconscientes, ces empreintes qui sont là depuis notre conception, notre naissance, tu nous proposes deux ateliers, notamment le 16 juin et le 21 juillet, pour aller plus loin par rapport à ces libérations de mémoire Oui, inconsciente. Alors, je prends juste quelques minutes pour vous dire comment, si vous êtes intéressé, vous inscrire, et puis je te redonne la parole, si ça te va, pour nous expliquer qu'est-ce qu'il y aura dans ces ateliers. bien Alors, sûr. je vous mets pour les personnes qui sont en direct dans le chat, voilà, je vous mets l'offre en direct et le lien aussi, afin de pouvoir cliquer sur le bouton rose, je profite de l'offre, ou bien sur le lien. Et là, vous allez arriver dans un nouvel onglet où tout sera expliqué avec les deux ateliers, ce que vous allez y trouver, et aussi, eh bien, comment y participer. Pour les personnes qui vont regarder ce replay, qui regardent ce replay, qui va être disponible à le replay de la conférence d'ici 24 à 48 heures, si vous regardez ce replay sur YouTube, sachez que le lien est disponible en description pour pouvoir participer à ces deux ateliers. Et si vous regardez ce replay
sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, et bien tout en bas de la page, il y a aussi les explications justement pour ces deux ateliers. Ces deux ateliers, vous pouvez les régler en deux fois et vous avez la possibilité soit de choisir la première option qui est d'assister en direct, de revoir le replay à partir de la plateforme, ou bien la deuxième option qui est de télécharger les ateliers et puis aussi d'y participer en direct et là en dehors d'internet pour les écouter et les voir autant de fois que vous le souhaitez en dehors d'une connexion internet. Voilà pour les informations très pragmatiques, très pratiques. Et je te relaisse la parole, Isabelle, pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer pendant ces deux ateliers par rapport à ces mémoires inconscients. Alors, donc il est fait sous forme de voilà deux ateliers que j'ai décidé de séparer parce que dans le premier atelier, on va décoder les premières mémoires de conception et de vie prénatale. Et dans le deuxième, ça sera vraiment axé sur les empreintes de la naissance que j'ai pas tellement pu encore développer et qui sont aussi des empreintes très marquantes et qui a beaucoup de signification dans tout ce que les naissances, qu'elles soient médicalisées, alors que ça peut être sous grosse, ça peut être les forceps ou par césarienne. La naissance avec beaucoup de retard, beaucoup d'avance. Nous allons, voilà, je vais pouvoir vous donner toutes les significations et les empreintes, les mémoires, les émotions qui sont vécues à ce moment-là par le bébé. Et dans le premier atelier, ce qui est important, je demande, je crois que c'était noté dans l'atelier, vraiment de s'interroger et si c'est possible, d'aller questionner sa maman, bien sûr avec beaucoup de non-jugement et de bienveillance, hein, pouvoir peut-être avoir plus d'informations, c'est d'aller lui demander au moment de la conception. Alors surtout lui parler de la questionner sur son vécu, sur le vécu des parents. Parce que souvent, lorsqu'on va questionner, on va dire oh ça s'est bien passé et finalement c'est comme si que c'était un tabou. C'est vrai qu'on en parlait très peu de la découverte de la grossesse ou quelquefois peur de blesser son enfant. On va pas lui dire que sur le moment il n'était peut-être pas désiré, mais que finalement. Alors c'est important d'aller demander comment notre maman a vécu à la découverte déjà tout au début, de s'interroger, de l'interroger si elle connaît les conditions de sa naissance aussi par rapport par rapport à elle, éventuellement ses grands-parents, et puis du côté de notre papa aussi, si éventuellement il y a des événements. Alors les émotions du papa vont être moins, elles sont moins imprégnantes pour le fœtus parce qu'il n'est pas, voilà, il est en parallèle, mais ça peut donner aussi l'environnement, voilà, de la position du papa. Peut-être qu'il était absent et voilà, donc on peut aussi comprendre pourquoi la maman a pu générer des émotions. Donc voilà, je demande vraiment si vous pouvez avoir les informations vraiment dans ces deux périodes-là, la conception et votre vie prénatale, à savoir s'il y a eu des événements, si elle peut se souvenir, si elle a vécu soit elle ou dans la famille, parce que quelquefois on oublie qu'il y a eu des événements qui peuvent être aussi des événements comme la guerre, comme ça peut être climatique, il y a pu y avoir des tempêtes à ce jour-là, ou dans ces moments-là, il y a pu y avoir une maladie, des décès, parce que voilà, moi j'ai été conçue pendant ma vie prénatale, ma maman a vécu un décès dans sa famille, et bien sûr, voilà pourquoi je portais en moi ce sentiment d'avoir toujours cette tristesse et ce mal-être, c'est que je le portais en moi et que ma maman n'avait pas guéri ses blessures. Donc voilà comment on est porteur de mémoire. Donc voilà, en premier lieu, c'est que les personnes puissent avoir des éléments, voilà, leur concernant. Et puis s'ils n'ont pas, qu'ils ne s'inquiètent pas non plus. Voilà, on va aussi apprendre à contacter sa mémoire émotionnelle à ces moments de fœtus. Ensuite, il y a un PDF qui va être transmis
pour pouvoir vous placer aussi, découvrir la place que vous avez réelle dans votre fratrie, ainsi que celle de vos parents. Et vous pourrez, si vous avez la connaissance de vos grands-parents, arrière-grands-parents, et on va pouvoir faire le lien aussi avec ce que la transmission du transgénérationnel, avec qui nous pouvons être liés inconsciemment. Ça, Hmm. donc ça sera aussi donné. C'est la première Personne chose. D'accord. En fait, là, par rapport à ce premier atelier, ce que tu proposes, c'est de poser les questions si c'est possible, et puis si c'est pas possible, c'est pas très grave avant l'atelier, si jamais ils peuvent pas poser les questions à leurs parents, etc. Et Bien puis sûr, lors de l'atelier, eh ben, ils pourront reposer les questions à toi et en parler et bien s'appuyer sûr, sur un PDF pour aller aussi plus loin par rapport à la place des parents, bien etc. sûr. Et ensuite, on évoquera dans toutes les empreintes avec euh, tout ce qui est l'analyse transactionnelle. On va voir comment ça va générer le jeu psychologique, l'enfant qui est toujours soit le persécuteur. On va voir comment on se met aussi, pourquoi nous avons peut-être un profil de sauveur. Qu'est-ce qui a engendré justement tous ces fonctionnements, nos comportements. Et donc, vous allez pouvoir faire les liens avec vos empreintes émotionnelles de conception et de vie prénatale. Et puis, je vous donnerai aussi les clés à travers les prénoms, comment on peut découvrir si nous sommes porteurs ou si nous avons vécu peut-être une empreinte de père gémellaire, d'un jumeau, si nous avons été aussi une préférence de sexe, parce qu'il y a un impact lorsque les parents désirent avoir par exemple, un garçon et qui vont avoir une fille, ça va générer chez nous une empreinte émotionnelle qui va être toujours active en nous et qui va nous permettre qui va nous permettre d'aller travailler sur notre positionnement en tant que femme ou masculin. Donc voilà, il y a ces 4 empreintes que je vais en plus vraiment en donner la signification. Et donc voilà, il y a aussi et en deuxième atelier, on gardera aussi le tableau et puis on travaillera surtout sur les empreintes de naissance. Donc pareil, je vais vous transmettre tout ce qui peut être lorsque nous sommes nés aussi et être sous couveuse, l'impact que ça peut avoir dans l'émotionnel de l'enfant, ce qu'il a pu ressentir. Si nous avons le cordon autour de cou, qu'est-ce que ça dit de nous aussi, et aussi des mémoires qui se réactivent de la généalogie. Est-ce que tu aborderas les différentes blessures? Euh, Parce que Oui, je disais qu'il y avait des questions, notamment là dans le chat, sur les blessures d'abandon, de oui, trahison, et les liens éventuels avec des angoisses, avec aussi des problèmes de exactement. solitude, etc. Tout à fait. La solitude, voilà, c'est aussi, bien sûr, j'ai pas eu le temps d'en discuter, mais bien sûr, on va voir justement la blessure d'abandon qui est déjà les toutes premières avec le rejet dans notre vie, dans les empreintes de conception et de naissance, bien sûr, et la solitude aussi. Comment on peut être coupé, sentir seul. Ça va être aussi dans la vie prénatale, comment notre maman, elle a vécu. Pourquoi nous sentons seuls cette solitude? Pourquoi nous sommes Oui, effectivement coupés du lien de notre maman? Qu'est-ce qui a fait que, bien et sûr, voir peut-être les différentes explications, suppositions que l'on peut avoir par rapport à ça. C'est vrai que, comme oui, tu disais, il y a ça par rapport à ce lien avec la mère. Il y a peut-être des choses au niveau transgénérationnel. Il y a peut-être des choses au niveau des blessures. Voilà, c'est sûrement aussi et que lié à ça- et que notre maman revit au moment qu'elle va elle aussi mettre au monde son enfant. C'est ses propres mémoires qui se réactivent aussi. C'est pour ça qu'il est important de savoir comment notre maman est, si on peut, hein, mais ça va aussi nous donner une indication sur ce que elle retransmet lorsqu'elle va donner naissance à son enfant. C'est ses propres mémoires qui se réactivent aussi de naissance. Oui, donc on pourra vraiment, parce que là il y a des questions et c'est vrai que bah, ça prendrait le temps d'un atelier aussi peut-être un peu plus pour y répondre sur la blessure d'abandon, sur comment expliquer l'angoisse de la solitude Oui, tout et à voilà. fait. Ça donne vraiment un éclairage sur ce qu'on a pu vivre
bien sûr qu'on n'a pas en conscience, hein, mais qu'on a au fond de soi et qu'on revit. Ces blessures, tant qu'on les a pas mises en lumière, finalement, elles sont souffrantes. Et on va les réactiver et on va toujours trouver les personnes qui vont venir nous faire revivre tant que nous n'avons pas éclairé et surtout libéré. Le but, c'est aussi de conscientiser dès lors qu'on va faire le lien, mais c'est aussi d'ouvrir cette conscience, hein, à cette empreinte, de pouvoir l'identifier, de la conscientiser et de la transformer pour pouvoir la libérer. C'est surtout ça aussi qui est très important. C'est pouvoir vraiment libérer Mm. ces blessures, quoi. Mm. Et si je comprends bien, tu aborderas, c'est ce que tu disais, un peu les conditions finalement aussi de naissance. Là, dans le chat, on parle aussi, par exemple, du cordon autour du cou, des forceps, d'amniosynthèse, etc. Exactement. De jour aussi de naissance qui est peut-être décalé, du retard ou de l'avance de la naissance, etc. Est-ce que ça, on va pouvoir Bien l'aborder sûr. avec Et aussi la naissance par siège, quand l'enfant n'est pas préparé, qui tourne le dos aussi. Bien sûr, tout ça, tout ça, c'est des empreintes. On va découvrir la signification de toutes ces empreintes. Euh, enfin, voilà, ce qui peut résonner aussi en chacun de nous par rapport à sa propre naissance. Bien sûr, c'est chaque personne a son libre arbitre et va voir si ça fait sens avec son histoire et si ça, enfin je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui ça résonne quand on travaille sur ça, ça nous parle, ça fait effet de miroir, de lien, on sait quand on a découvert ce qui pouvait éventuellement être inconscient. Merci. Et il y avait une question par rapport au temps des ateliers. C'est vrai que les ateliers en général durent 1 heure et demie. Est-ce que c'est à peu près ça pour Oui. toi? Oui, je pense qu'une heure et demie sera 1 heure, je pense pas. 1 heure et demie, Oui, je 1 heure et pense. demie. Oui, oui, D'accord. Pour vraiment. répondre à la Oui. question Et de ce Dan. que je voulais préciser, qui est très important quand on travaille aussi les mémoires, parce que c'est quelque chose de très important, qui peut aussi émotionnellement, on parle de l'émotion, donc qui peuvent aussi à des moments faire remonter, ou c'est de l'inattendu quelquefois aussi. Hein, on va. Et donc c'est pour ça que je propose après l'atelier, sur chacun des ateliers, une possibilité d'avoir un rendez-vous de 30 minutes avec moi par téléphone. Ou alors, ça peut être aussi par mail. Hein, les questions peuvent être aussi envoyées par mail pour vraiment venir clôturer avec la personne, pour pouvoir peut-être valider aussi ce que elle, comment elle a vécu le premier atelier, ce qu'elle a découvert, est-ce que ça fait sens, est-ce que peut-être venir aussi valider avec elle. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment très important, je pense, pour soutenir vraiment l'atelier et pour le finaliser pour chaque personne. Oui, c'est important et aussi de savoir que là, vous pouvez y participer en direct, en live pour ces ateliers, poser les questions et savoir aussi que si vous regardez, par exemple, cette conférence un petit peu après, vous pouvez quand même, eh bien, avoir les ateliers, les regarder en replay et éventuellement par la suite te poser des questions par mail. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a le suivi qui est très important. Hmm. Je souhaite la bienvenue à Laure qui me dit je m'inscris sans tarder. Donc bienvenue, on se retrouve pour le premier atelier le 16 juin à 20 heures et le deuxième le 21 juillet à 20 heures. Oui, c'est ça. Je vois avec forceps, avec le cordon Oui, autour du cou. Oui, oui, il y a notamment Laure, 3 enfants, un avec les forceps, un avec le cordon autour du cou et amniosynthèse et un avec 6 jours de jour de retard. Donc retard. en effet, il y a des questions sûrement à poser et que le sujet pourra être approfondi lors de ces ateliers Alors, avec. oui, bien sûr, mais ce qui est important, c'est que le travail doit être fait pour soi personnellement. C'est ce que je dis toujours. C'est toujours, on choisit de le faire pour soi. On ne peut pas le faire pour ses enfants. On peut en avoir. Alors après, bien sûr, avec l'atelier, ça va permettre de pouvoir décrypter soi-même justement la place de ses enfants et tout ça. Mais et si elle travaille sur elle, automatiquement, ça va venir aussi libérer tout ce qu'elle va mettre en lumière. Mais voilà, de pas faire trop l'amalgame en allant ensuite dire à ses enfants, voilà, tu as
telle empreinte, prendre beaucoup de recul avec soi et avec les informations qui sont pour soi dans son Là, cheminement. c'est vraiment un cheminement personnel par rapport à notre propre histoire, notre propre conception, naissance. Exactement. Alors bien sûr, ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses par rapport à quand on a des enfants, on va aussi éclairer beaucoup de choses, mais surtout de pas aller ensuite faire la thérapeute vis-à-vis de ses enfants en disant j'ai compris ou parce Ou de que ses parents ou de ses membres de la tout, famille quand on commence exact. à apprendre des choses. Bien sûr, surtout il faut être bienveillant. Le but c'est vraiment de pas aller chambouler. C'est justement pour venir apaiser, trouver la paix, l'équilibre dans sa vie, mais aussi pour celles qui nous entourent, notre famille et voilà, c'est surtout pas pour aller tout bousculer quoi. Même si quelquefois, bien sûr, on fait des découvertes étonnantes, surprenantes, agréables aussi. Hmm. Merci. Est-ce que tu as envie de rajouter encore des choses? On arrive bientôt à la fin de la conférence. Eh bien, oui, éventuellement, ce que je voulais juste évoquer, il reste que quelques petites minutes, dans l'analyse, ce qui est important, et je tiens quand même à le préciser pour toutes les personnes qui souhaiteraient justement aller plus loin avec l'atelier, c'est de vraiment considérer que nous avons la croyance que l'âme survit. C'est important pour euh, accepter ces empreintes émotionnelles aussi, pour qu'elles soient vraiment, qu'on puisse les intégrer. C'est vraiment important d'avoir ça en tête et puis que ça fasse sens pour soi, de se dire qu'effectivement, notre âme, elle choisit sa famille, ses parents, son vécu et qu'à travers ce on va découvrir, ça vient plutôt nous, nous apporter des challenges sur notre vie pour pouvoir les dépasser et non pas pour pouvoir, comme je disais, aller beaucoup plus mal ou c'est pas du tout le but. Et le cheminement se fait beaucoup plus sereinement lorsqu'on a vraiment cette croyance. Donc, je trouve que c'est important de bien intégrer ce choix de l'âme, tout en conscience. Hmm. Bien sûr qu'il y aurait plein de choses à dire aussi sur, par exemple, comment, par exemple, une grossesse dite accident, les causes les plus fréquentes, par exemple, ça peut être quand elle n'est pas acceptée, mais en premier abord, je parle, ça peut donner des indications pour les gens. Ça peut être soit quand on a une grossesse où on est sous contraception et que là, finalement, on a un enfant. Ça peut être, elle peut être considérée comme une grossesse inattendue sur le moment dit accident, mais finalement, elle peut être très bien acceptée. Vous voyez, ça n'aura pas le même impact que lorsque vraiment il y a une grossesse qui va arriver et où il y a une difficulté, par exemple dans le couple, où on s'entend plus avec notre conjoint et on souhaitait se séparer. Et là, éventuellement, il y a une grossesse. Bien sûr que là, la grossesse dite accident n'aura pas le même impact et le vécu émotionnel de la maman ne sera pas le même. Hmm. Ouais, C'est tout à fait. vraiment comme quoi on n'a pas une grossesse dite accident peut avoir beaucoup d'effets différents comment l'enfant ou le fœtus va le percevoir. Vous voyez Hmm. et donc, voilà, ça c'est important aussi d'en prendre compte. Il y aura donc la préférence de sexe, qui est une empreinte qu'on voit très souvent aussi, quand il y a la préférence, soit d'un garçon ou d'une fille, ce que ça va générer chez le fœtus. Donc la perte gémellaire, hein, comme je disais, précoce. Et puis il y a aussi, ce que j'ai pas évoqué, c'est d'être conçu après une fausse couche ou alors un IVG aussi. Il y a aussi des mémoires qui vont, si la maman n'a pas fait son deuil, le fœtus qui va arriver par la suite va avoir des empreintes émotionnelles qu'il va vivre par rapport à ces événements. Et puis aussi, voilà, quand il y a le décès pendant la période de gestation. Donc ça, c'est vraiment les, toutes les empreintes que nous allons voir avec le vécu émotionnel du bébé, de la maman et de l'empreinte et du fonctionnement. Hmm.
Merci, ça a l'air très vaste et passionnant. Oui, 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 bien sûr, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup, bien sûr. Alors c'est Mm. pour ça aussi que l'atelier, il y a un délai d'environ un mois. Ça a été aussi un choix délibéré pour permettre vraiment aussi de pouvoir bien préparer le début et puis de voir, parce que bien sûr, il y a des choses qui vont travailler et découvrir, pour laisser le temps aussi, en plus après l'échange avec éventuellement avec moi, pour ensuite travailler sur l'empreinte de naissance qui est encore autre chose dans le fonctionnement. Donc voilà pourquoi il y a aussi ce délai. Merci beaucoup, Isabelle. Euh, eh bien, écoute, il n'y a pas de questions et puis on arrive à la fin de l'atelier. Euh, je vais te laisser le mot de la fin avant de dire au revoir, si ça te va, et avant Oui, de se retrouver pour les prochains ateliers. eh bien, je voulais remercier, voilà, pour cette conférence, l'académie et puis toutes les personnes hein, qui ont suivi aussi cette conférence. Et puis, j'ai hâte de retrouver, eh bien, toutes ces personnes au cours de l'atelier, des ateliers qui vont suivre. Mm. Et un grand Merci. merci. Merci beaucoup Isabelle et merci à vous tous pour votre présence. Merci pour vos questions, merci pour vos échanges aussi entre vous, pour ce soutien mutuel. Et merci Isabelle pour cette conférence riche d'informations. On se retrouve pour aller plus loin, pour aussi avoir de plus en plus d'informations, mais aussi pour pouvoir avoir des éclairages sur notre histoire et se libérer de ces mémoires inconscientes lors du prochain atelier, donc le 16 juin, et puis après le 21 juillet à 20 heures. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée à vous tous, très belle soirée à toi Isabelle. Merci. Bonne soirée à vous toutes. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Belle, au revoir à tous.